Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franck avec vous pour ce point de marché du mercredi 9 mai 2018. Alors bienvenue à tous, bonjour à vous Luc, j'espère que vous allez bien. François, que je salue également, Edgy son image ok, bien écoutez, merci à vous Edgy et bonjour à vous. Franck, bien le bonjour, qui salue tout le monde, Franck. Brigitte, que je salue également, Stéphane, Raymond, Eliane, Didier, voilà, beaucoup d'habitués, ça fait plaisir de vous retrouver chaque matin, Hubert, Christian, Pascal, Ramsey, voilà, vraiment beaucoup d'habitués, ça fait très plaisir. Alors, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IGF fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors au niveau du briefing d'actualité, c'est assez court en ce moment. Il y a pas grand chose de nouveau, c'est beaucoup pricé et sur le plan macroéconomique cette semaine c'est assez léger, mis à part l'inflation américaine qui est attendue demain. Donc sinon, par rapport à la veille, ce matin on a la plupart des indices asiatiques qui sont à la baisse suite à l'annonce de Donald Trump que les États-Unis se retireront de l'accord nucléaire iranien. Donc le pétrole a rejoint ses plus hauts depuis la fin 2014 suite à cette annonce et en plus de cela Donald Trump donc a dit qu'il rétablira les sanctions, toutes les sanctions contre l'Iran qui étaient suspendues suite à cet accord qui avait été conclu en 2015. Je l'ai inscrit, même si voilà, on ne suit pas vraiment les actifs argentins dans ce webinaire et même en particulier chez DailyFX d'une manière générale. Mais on a l'Argentine qui a entamé des négociations avec le FMI pour obtenir un crédit de 30 milliards de dollars. Et enfin, un peu plus important, on a le Premier ministre japonais Shinzo Abe qui accueillera le Premier ministre chinois Lee Jae-kyung et le Sud-coréen Moon Jae-in, alors je ne sais pas si je le dis bien, pour le premier sommet trilatéral en 7 ans. Pour information, le Japon, la Chine et la Corée du Sud sont les 3 pays peut-être les plus industrialisés ou en tout cas les plus influents au Japon. C'est vrai que bon, Japon, Corée du Sud sont globalement, je dirais, alliés, en tout cas plus qu'avec la Chine. D'un point de vue historique, hein, Corée du Sud, Japon, c'était influencé par les États-Unis, alors que la Chine, Chine-États-Unis, il y a encore quelques années, c'était pas une relation, et encore aujourd'hui, c'est pas une relation encore très amicale. Donc voilà, surtout entre le Japon et la Chine, c'est 2 plus grandes puissances asiatiques. Et donc ce sommet est plutôt une bonne chose pour la région, qu'elle soit sur le plan militaire, mais également économique. D'ailleurs, ces 3 personnes ont annoncé cette nuit qu'ils saluaient euh, le dirigeant nord-coréen dans son processus de dénucléarisation. Alors j'ai une question. Pourquoi l'Argentine fait appel au FMI à cause de la baisse de l'euro-dollar? Ah non, c'est pas à cause de la baisse de l'euro-dollar que l'Argentine fait appel au FMI. Euh, le FMI, alors déjà l'Argentine, faut savoir qu'elle a des grands problèmes d'inflation. Hein. Si vous regardez l'inflation en Argentine, il me semble qu'elle est de 100%, quelque chose comme cela. Malgré le fait que la Banque centrale a un taux d'intérêt de 33%. Donc, ouais, j'ai pas étudié le cas de l'Argentine. Donc, voilà, si je devais, je ne peux pas répondre avec précision à votre question, mais il y a pas mal de problèmes économiques et de dettes. Rappelez-vous, l'Argentine avait effacé ses dettes il y a de cela quelques années, il me semble. Donc, elle n'avait pas remboursé ces personnes qui lui avaient donné des emprunts. Franck me dit Air France va pas très bien. Pensez-vous que ça va s'écrouler? Alors ça, c'est plutôt un avis personnel. C'est vrai que Air France ne va pas très bien. Il y a beaucoup de problèmes euh, au niveau, comment dire, de la direction, au niveau du fonctionnement, euh, et ça se répercute bien évidemment
sur les chiffres, sur les résultats de Air France qui sont assez mauvais par rapport aux concurrents, faut le dire. Donc voilà, est-ce que ça va s'écrouler? Je ne pense pas, parce que ça reste quand même un mastodonte dans le secteur du transport et du transport aéronautique, mais est-ce que voilà, c'est une action qui est à payer? Ça me semble pour le moment compliqué. On va voir ça ensemble, on va faire cette analyse technique ensemble. Alors, l'Argentine, hein, ne pourrait-il pas déclencher une crise mondiale comme dans les années 1996-1987 avec le même problème qui est parti de Thaïlande et qui a déclenché l'époque d'un crash des marchés? Alors non, je ne pense pas, Didier. La dette, elle est surtout regroupée sur les pays développés. Voilà, même si bon, l'Argentine fait partie du G20 et est un pays, euh, on va dire qui est en voie de développement. Sa dette, je ne pense pas qu'elle pose un problème mondial. Voilà donc, oula, beaucoup de questions ce matin, je vais y répondre. Résumer la séance américaine et asiatique, on peut voir que le DXY a progressé, Dow Jones, Nasdaq, S&P plutôt mitigé. Hein. Ensuite, on a vraiment 10 ans qui s'est détendu, enfin qui s'est tendu, pardon, de 87%, donc plus 2 points de base. On a le yen ce matin qui est en baisse après une forte hausse hier. Le gold qui perd du terrain à cause de la force du dollar. Le Nikkei dans le rouge et le Hang Seng dans le vert. À noter que sur le Nikkei, on a quasiment tous les secteurs qui sont dans le rouge ce matin. Donc on a plutôt la version pro risque. On a plutôt la version pro risque matin. Surtout avec ce qui s'est passé, enfin le fait que les États-Unis se retireront de l'accord iranien. Au niveau du calendrier économique, c'est encore une journée assez light. Aujourd'hui, on aura les permis de construire au Canada, les stocks de pétrole brut, et sinon, il n'y a rien d'autre attendu sur les marchés. Voilà, donc si on devait regarder un petit peu les indices boursiers, donc le Nikkei qui est en baisse, qui n'a toujours pas dépassé ses plus hauts, enfin ses plus hauts oui de février, regardez ses plus hauts hein, qui ne sont toujours pas dépassés, alors que le CAC voilà est en haut à ses plus hauts de son année. L'Eurostoxx est bien supérieur à son sommet de février, le S&P et le Dow Jones qui également n'ont pas dépassé, n'ont pas franchi ces sommets de court terme. Donc on va faire une analyse. CAC, les 5500, ça se paye sur du court terme, même si voilà, le RSI est suracheté et qu'on manque de momentum, on a des mèches de plus en plus importantes, ce qui montre bien que l'impulsion, le momentum s'affaiblit. Mais voilà, à court terme 5500, ça peut se payer. Le plus haut de la semaine et de la semaine précédente sera la résistance. En ce moment, il n'y a pas de catalyseur qui justifierait une nouvelle hausse. Certes, on a un brut et un Brent qui est en hausse, mais c'est pas pour une bonne raison. Hein, c'est quand même hausse des tensions géopolitiques. Par contre, on a un euro qui est en baisse. Et l'euro qui est en baisse justifie cette surperformance des indices européens sur du court terme. Le DAX, 13 000, c'est la résistance à court terme. C'est la résistance à shorter. Sur du court terme, encore une fois. Le gap du 2-5 février, c'est la résistance à payer. Maintenant, je ne sais pas si on va revenir à ce niveau-là. À court terme, je pense que le plus bas de la veille à 12 850 est un niveau de support en intraday qui est intéressant. En tout cas, regardez ici où on a le RSI qui revient tester cette oblique de momentum. Ça serait l'opportunité de passer à l'achat. Voilà, si imaginons on a un retour du RSI sur cette oblique et un retour du prix sur ce gap, ça serait deux signaux qui seraient particulièrement intéressants pour passer long sur le DAX. En tout cas, le DAX, il a une marge de progression assez intéressante par rapport au CAC qui est assez plus haut annuel. Donc vous voyez, le DAX a encore pas mal de chemin à 5% pour rejoindre ses sommets, alors que le CAC, vous voyez, il est à peine à 1% de ses sommets de 2017. Donc voilà, concrètement, le DAX, s'il y a un indice européen sur lequel se positionner, je pense que le DAX est plus intéressant. Alors regardons l'Eurostoxx. L'Eurostoxx, vous voyez, c'est 3,27%. Donc voilà, alors 3,27, sommet 2017 c'est 4. Donc voilà, le DAX me semble plus intéressant à payer. Je dis bien sur du
sur du court terme, dans l'attente, enfin dans l'espoir de voir un rattrapage du DAX par rapport au CAC 40. D'ailleurs, si on regarde la force relative CAC 40 DAX, on a déjà regardé hier, il me semble, CAC 40 DAX, vous voyez que la force relative est à la baisse, ce qui veut dire que le CAC sous-performe depuis le 30 avril. Donc, en clair, le DAX surperforme le CAC. Et on peut voir que, voilà, on est quand même sur une sous-performance sur du long terme du CAC 40 par rapport au TU30. Alors, voilà. Donc, on a quand même sur du long terme une sous-performance. Alors, faut savoir maintenant quand même, attention, parce que c'est pas vraiment des indices qu'on peut globalement comparer. Le CAC 40 n'a pas ses dividendes qui sont réinvestis au prix, alors que le DAX, oui. Le DAX, vous avez les dividendes qui sont réinvestis au prix. Donc, il est soutenu mécaniquement par des dividendes, et c'est pour cela que le DAX marque des sommets historiques, alors que le CAC 40 n'en inscrit pas depuis maintenant, depuis la crise de 2000. Voilà, si vous regardez sur du long terme, le DAX, on se met en mensuel, il ressemble au S&P dans le fait que, eh bien, vous voyez que il inscrit des plus hauts annuels, enfin des plus hauts historiques, alors que le CAC est toujours inscrit sous ses plus hauts. Donc certains pourraient se dire que le DAX est meilleur, mais maintenant si vous comparez CAC 40 avec les dividendes réinvestis face au DAX 30 avec dividendes réinvestis, donc vous mettez CAC 40 GR, Gross Return, pour GR, ce qui veut dire avec les dividendes réinvestis tout simplement, et vous comparez donc au DAX, indice international DAX 30. Alors, il n'y a pas le DAX, d'accord, c'est pas possible. Bon. Donc, nous sommes sur le site de Euronext. On a le CAC 40 GR, vous voyez, qui est à 14 214 et en maximum. On voit que tout comme le DAX, alors c'est en train de charger. Vous voyez, tout comme le DAX, il inscrit des plus hauts. Il inscrit des plus hauts et sur une année, vous voyez que là, on a à l'inverse du S&P, à l'inverse du Dow Jones, à l'inverse du DAX ou de l'Eurostoxx, on a le CAC 40 qui est le seul indice à inscrire des plus hauts historiques. Et vous voyez que depuis le début de l'année, avec les dividendes investis, il est quand même en hausse de... Alors, je pense pas que c'est la variation year to date. Donc il a commencé l'année 13 533. Il est actuellement à 14 240. Donc 14 240 divisé par 13 000, alors 33 me semble, 533. Et vous voyez qu'il est en hausse de 5,22% quand même. 5,22% ce CAC 40 JR avec dividendes réinvestis. Donc bref, on a CAC 40 qui globalement CAC 40 dividendes réinvestis qui superforme le DAX. Là, devant nous, on a le CAC 40, simplement le CAC 40 qui n'a pas ses dividendes réinvestis, face au DAX qui a ses dividendes réinvestis. Donc c'est normal sur du long terme qu'il sous-performe. Voilà. Mais en tout cas, d'un point de vue d'analyse technique, ce qu'il y a à retenir de ce graphique, c'est qu'on a une divergence baissière entre le RSI et le prix, et ce qui mène à croire qu'on va avoir une surperformance du DAX dans les séances à venir, et c'est assez cohérent avec l'analyse technique. Alors, je rappelle que le CAC est assez plus haut de l'année, alors que le DAX 30 ne l'est pas. Donc, logiquement, les investisseurs devraient préférer le DAX plutôt que le CAC. Didier qui nous demande, on parle souvent du VIX comme indicateur de la peur, est-il disponible sur la plateforme? Et si oui, quel est son code? Ah oui, bien évidemment, il est disponible sur la plateforme, donc vous mettez VIX Volat Index. Et là, vous l'avez en euros, en dollars, en futurs, vous voyez, indice de volatilité, et voilà, tout simplement. Et donc, vous avez le VIX ici. Donc voilà pour ce qui est du CAC, du DAX. L'Eurostoxx a une belle tendance haussière. Par contre, on voit des mèches qui sont de plus en plus présentes, ce qui, encore une fois, indique
une diminution du momentum, que ce soit à la hausse ou à la baisse, hein. C'est une règle valable. Pour ceux qui ne souhaitent pas mettre des indicateurs de momentum, une façon de remarquer une perte de momentum, c'est quand on a des corps de plus en plus petits et des mèches de plus en plus importantes. Voilà, donc l'Eurostoxx, je pense qu'il va tendre vers les 3600, tiré cette fois-ci par les valeurs plutôt allemandes plutôt que françaises, hein, et voilà, tout simplement. Au niveau des indices, donc on a le S&P qui voit test cette oblique. On a le support qui est la moyenne mobile à 200 jours, donc pour moi il n'y a rien à faire. Alors il y en a qui peuvent se mettre à vendre sous cette oblique, ce qui est totalement cohérent, d'un point de vue analyse technique. Maintenant voilà, personnellement je trouve ça un petit peu risqué, même si voilà, on voit bien que les indices américains ont du mal à progresser. Ça semble quand même assez risqué d'un point de vue fondamental. On a des excellentes statistiques macroéconomiques aux États-Unis. On a une excellente saison de publication de résultats. Donc voilà, je vois pas les catalyseurs fondamentaux qui justifieraient une baisse. Maintenant, c'est pour ça que je prends pas de décision. Mais si vous voulez vendre cette oblique, c'est tout à fait possible d'un point de vue d'analyse technique pour viser la moyenne mobile à 200 jours. Alors, donc voilà, on va regarder rapidement Air France. Air France, donc c'est, pardon, Air France, je me sens plus du ticker. C'est AP ou voilà, Air France RF. Ouais, l'action est alors, sur 5 ans. Sur 5 ans, elle est flat. Hein. Sur 5 années, vous voyez qu'elle perd 4,57%. Sur du long terme, elle est négative. Donc, d'un point de vue d'analyse technique, seulement l'analyse technique, on a une belle résistance ici. On a un beau support vers ce niveau de prix. Vous voyez, ça correspond tout simplement au plus bas de 2002 que le cours est en train de tester. Et ensuite, prochaine résistance, ici. On a une oblique qu'on peut tracer également. Donc, voilà. L'analyse technique de Air France, on voit qu'elle est dans un très mauvais état depuis le début de l'année. Hein. Depuis le début de l'année, l'action perd quand même 48%, 50% l'action. Autant dire, comme le Bitcoin en fait. Comme le Bitcoin. Donc, bon, c'est pas comparable, mais voilà, c'est quand même un puissant retracement. 50%. Donc, Air France, prochain support qui est actuellement en train d'être testé à 7,22 euros. Et ensuite, c'est cette oblique haussière qui va chercher tous les points bas depuis la crise européenne, tout simplement. Crise de la dette européenne. À titre de comparaison, si on regarde un petit peu Lufthansa, c'est bien de regarder, de comparer par rapport au secteur. Lufthansa, British Airlines. Alors, je sais même pas si British Airlines est coté. American Airlines. Et donc voilà, on va mettre que ces trois, parce que je ne connais pas bien ce secteur, pour être honnête avec vous. Et on peut voir donc depuis, sur 5 années quand même, on a donc l'action Air France qui perd 5%, et on a, à l'inverse quand même, Lufthansa qui en prend 50, et American Airlines qui en prend 63. Voilà.
peut regarder peut-être Singapour Airlines. Singapour Airlines qui est flat, donc pas d'évolution. Alors, tu as dit que le DAX devrait rattraper le CAC. N'y aurait-il pas une opportunité de mettre en place un arbitrage achat DAX, vente CAC 40? Alors, vente CAC 40, attention, parce que là, on est plutôt sur du... c'est pas vraiment l'arbitrage. L'arbitrage, c'est jouer un spread. Jouer un spread. Donc, par exemple, quand on joue un arbitrage, on essaie de détecter on a un spread moyen. Alors d'ailleurs, je sais même pas si l'arbitrage... Oui, bon, c'est pas important. Donc l'arbitrage, il y a un spread moyen entre les actifs, par exemple entre le brut et le Brent, il y a un écart entre le prix. Le but, c'est de chercher un écart moyen sur du long terme, et dès qu'on a un écart en temps réel qui augmente fortement par rapport au spread moyen, on va jouer cette différence. Voilà. Et donc le but sur le CAC 40 et le DAX, lorsqu'on voit deux graphiques, regardez, CAC 40, lorsque vous regardez le CAC 40 et le DAX, on va juste superposer, on va pas les comparer. On voit clairement que les deux actifs sont corrélés. Voilà, là on est sur 5 ans, ils sont corrélés. Donc c'est possible, entre guillemets, de jouer de l'arbitrage. Donc étant donné que le CAC est revenu à ses sommets, oui, le DAX, on peut s'attendre à une surperformance. Maintenant, est-ce que shorter le CAC est une bonne stratégie? Je ne pense pas. Parce que les indices convergent dans la même direction. Les indices européens. Et on le voit encore ici. On l'a bien vu, hein, sur le CAC 40 avec le DAX. Donc si on achète le DAX et on vend le CAC, on a une divergence des corrélations. On a une corrélation qui devient négative. Or, la corrélation, elle est positive entre les deux. Donc en fait, l'arbitrage, lorsqu'on va le jouer, dans ce cas-là, on va seulement favoriser les positions acheteuses sur le DAX plutôt que le CAC. Le CAC, en fait, on va s'attendre à une consolidation sur du court terme, et le DAX à un rattrapage du gap de l'écart avec le CAC 40. Donc oui, c'est possible de jouer cet écart. Surtout que actuellement, il n'y a pas de raison qui justifie la sous-performance du DAX. En tout cas, d'un point de vue politique. Hein. D'un point de vue politique, en début d'année, ça se justifiait parce que voilà, le DAX c'est l'indice allemand et donc qui était le plus exposé aux élections, enfin à la formation de la coalition allemande, de la coalition gouvernementale. Mais dorénavant, on n'a pas de raison politique en France qui justifie cette surperformance, et on n'a pas de politique en Allemagne qui justifie de raison politique en Allemagne qui justifie cette sous-performance. Donc le DAX devrait normalement surperformer le CAC ces prochaines semaines, en fait ce mois de mai, hein, tout simplement, et rattraper le CAC 40. Alors suite aux grèves répétitions, alors François, moi personnellement, je ne suis pas beaucoup les valeurs du CAC, enfin je suis vraiment quelques-unes personnellement, mais voilà, je ne fais quasiment aucune analyse sur les valeurs du CAC 40. Je les suis de loin. Donc les grèves, oui, il y a des impacts, étant donné qu'il y a des manques à gagner. Hein, il me semble que c'est 300 millions. Je ne sais plus quel est l'impact des grèves, mais oui, il y a un impact des grèves, bien évidemment, sur le résultat. Et le problème, c'est que ces grèves ne datent pas d'aujourd'hui, elles datent quand même de plusieurs mois, voire même quelques années. En 2007, c'était également le cas. Et donc, c'est pour ça qu'on a des revenus de Air France qui sont revus à la baisse, décevants, et une action donc qui est orientée à la baisse. Bon, mais maintenant, moi personnellement, je ne suis pas du tout expert. Si vous voulez vraiment avoir une expertise là-dessus, ce que je vous invite, c'est de demander à mes collègues Vincent Bois et Alexandre Baradès, qui vraiment, eux, sont vraiment axés sur les actions. Moi, c'est beaucoup plus le forex, les indices d'un point de vue euh, globaux, mais pas vraiment les actions. Je suis honnêtement les GAFAM et quelques actions européennes, mais vraiment c'est voilà, personnel. Hein. C'est vraiment pas pour écrire sur des LFX. Voilà, les seules actions sur lesquelles j'écris sur des LFX, c'est les GAFAM, les tech américaines. Voilà, c'est tout. Donc voilà, j'ai pas envie de vous dire des bêtises.
Donc ce que je vous invite à faire, c'est de rejoindre le Market Live de Alexandre aujourd'hui à 11h et vous pouvez lui poser des questions. Vous pouvez lui poser des questions et honnêtement, il vous répondra beaucoup mieux que moi sur Air France. Donc Didier qui me dit Air France, malgré ce qu'a dit le ministre Le Maire, le gouvernement français ne pourra pas se permettre une faillite de Air France pour le prestige du pays et donc nous les contribuables serons obligés de renflouer pour que les pauvres pilotes gardent leur train de vie. Alors Didier, personnellement, je pense à la même chose. Maintenant voilà, encore une fois, je suis pas expert sur les sociétés françaises, mais honnêtement, mon point de vue personnel converge vraiment avec le vôtre. Donc on passe sur le Forex. Voilà, on a pris pas mal de temps de parler sur les indices. Excusez-moi pour ça a été très intéressant, mais voilà, pour ceux qui s'intéressent au Forex, on a pris un petit peu de temps. Donc on regarde les indices Forex. Yen en baisse de 0,35% pardon, après une forte hausse. Si on regarde le graphique donc journalier, vous voyez que cette résistance, prix de clôture mensuel, vous voyez, je l'ai pas tracé par rapport à la veille, je l'ai tracé par rapport à plusieurs mois par avant, et on a eu le prix de clôture au pips près. Donc là, ce qu'on a là, c'est simplement un retracement, c'est rien d'inquiétant, c'est pas un signal baissier. Voilà, moi le yen, je reste bullish. Le NZD continue à consolider à ses plus bas de l'année. Si on a une clôture journalière sous ce plus bas de l'année, on aura clairement un signal baissier pour le NZD. L'AUD qui est toujours sous pression et qui clôture en dessous de cette oblique de long terme. Alors est-ce que c'est un signal vendeur? J'ai envie de dire oui, maintenant il faudrait attendre, je pense, la clôture hebdomadaire, étant donné que c'est quand même une oblique de très long terme, une oblique qui vient chercher le point bas de 2008 et de 2015. Donc une simple clôture journalière comme celle-ci, vous voyez, dès le 27 mars de cette année, on a eu la clôture journalière sous cette oblique et pourtant on a une réintégration. Donc j'attendrai réellement la clôture hebdomadaire pour anticiper des positions short sur l'AED, d'autant plus que vous voyez que à plus court terme, on a cette oblique qui vient faire office de support. Alors, vous voyez, oblique qui vient faire office de support et le prix est clairement dessus. Il avait rebondi en mars, enfin le même jour du breakout, enfin le lendemain du breakout de cette oblique. Et là aujourd'hui, ce matin, on est dessus. Donc est-ce qu'il faut vendre à ce niveau de prix? La réponse c'est non. Non, l'AUD, on ne passe pas à la vente. Et d'un point de vue du RSI, regardez, on a toujours quand même un RSI qui diverge à la hausse. Donc prudence. Honnêtement, l'AUD, on n'a pas été au bon timing pour l'achat. C'était un trade spéculatif, je l'avais averti, mais je ne pense vraiment pas le moment de shorter le dollar australien. L'euro qui est sorti de son canal baissier donc la semaine dernière. Personnellement, je m'attends à un fort repli de l'euro ces prochaines semaines. Donc je m'attends concrètement à un repli, à un retour à ses plus bas de l'année. On a vraiment le dollar qui est haussier. On sait que l'euro c'est le principal concurrent compétiteur du dollar. Donc si le dollar surperforme, enfin si le dollar est orienté à la hausse, on aura l'euro qui sera orienté à la baisse. Donc voilà, l'analyse de l'euro dépend beaucoup du dollar actuellement et on voit que le dollar est clairement bullish, donc c'est compliqué d'être à l'achat sur l'euro. Donc dollar haussier, première résistance c'est le plus haut de novembre qui va bientôt être atteint, ce qui laisse une marge de progression à la baisse pour l'euro. C'est pour ça que l'euro dollar personnellement je vise les 1,17. GBP qui rebondit, depuis le début de la semaine. On a la BOE, je vous rappelle, jeudi. Alors personnellement, je pense qu'il y aura plutôt un impact baissier. Ce rachat de position, cette hausse, c'est déjà un rachat de position. Mais je pense également achat de la nouvelle, vente de la rumeur. Comme ce qu'on a eu un peu sur le pétrole avec l'Iran, c'est hier soir. Je sais pas si vous avez vu la réaction du marché hier soir lors de la déclaration de Donald Trump du retrait des États-Unis de l'accord. On a eu le pétrole qui était haussier et ensuite qui a corrigé en l'espace de quelques minutes, qui est revenu flat. Si on regarde le pétrole hier, il est flat, à part le Brent. Avec le brut, c'est un doji. Voilà. Donc, on avait clairement le marché qui avait anticipé le retrait. Le retrait des États-Unis de l'accord iranien, pardon. Et le GBP, je pense un petit peu pareil. La probabilité, elle a chuté. La probabilité d'une hausse des taux de la BOE a chuté de 80%
début d'avril à moins de 10% actuellement. Donc concrètement, il n'y aura pas de hausse des taux. Ce que le marché semble payer, je pense, c'est un discours neutre, on va dire dans la lignée des précédentes déclarations de la part de Mark Carney. Donc je pense que l'impact sera plutôt négatif que positif sur la livre sterling. Voilà, donc livre sterling, je reste baissier. Le franc suisse, on a eu un beau rebond hier, un beau rebond qui continue ce matin. D'ailleurs, c'est la devise européenne avec la livre sterling qui est, vous voyez, la plus haussière à court terme. Donc l'USD bull, l'USD c'est la devise qui encore surperforme. Le CAD haussier, vous voyez, qui CAD finalement consolide, a fait son pullback à son précédent sommet d'avril. Et voilà, tout simplement, on n'a pas de divergence baissière, donc c'est concrètement compliqué d'entreprendre des stratégies sur le dollar canadien. Vous voyez, rebond sur un mois immobile à 20 jours également. Donc tant que le CAD se situe sous ses sommets, mais au-dessus de ses mois immobiles à 20 jours, il n'y a rien à faire sur le dollar canadien. Donc en ce moment, c'est l'USD à payer. Le yen également. Donc USD yen, on paye face à l'euro, face au NZD. L'AUD, pourquoi pas. Je dis bien pourquoi pas, mais ça me semble... voilà. Je pense que la grosse divergence sur l'AUD quand même invite à la prudence. C'est pas impossible de le shorter l'AUD, mais faut surveiller de très près cette divergence. Parce que si on a un accord commercial qui est validé entre la Chine et les États-Unis, étant donné que c'est probablement pas du tout pricé, on devrait avoir un fort momentum haussier sur le dollar australien. Donc, AUD yen, ça me semble possible de le shorter jusqu'à 80. Ouais, c'est psychologique. L'AUD USD, c'est un couteau qui tombe avec des USD. Prochain puissant niveau de support, c'est cette zone vers 73,30. Ça correspond à 61% de retracement de cette tendance haussière. Donc voilà. 0,7330, c'est le prochain support sur la USD. On a également le Kiwi qui peut être vendu. Donc NZD-USD, 0,70, c'est vendu. Direction 0,6865. 0,6865. NZD Yen également. NZD Yen, ça me semble possible de le shorter, même si ce matin il est au bullish, étant donné que le Yen retrace. Donc voir que le NZD Yen en fait rebondit sur son support plurimensuel, point bas d'avril, point bas de novembre, point bas de mars et ce point bas de mai. Donc potentiellement un rebond, donc à surveiller de très près. NZD Yen, il n'y a rien à faire pour le moment. Et enfin, donc l'euro dollar, comme je l'ai dit, direction 1,17, cette oblique qui est chez les points bas de 2017. Et donc l'euro yen aussi, pourquoi pas. L'euro yen a shorté, bon ce matin il rebondit, étant donné comme vous l'aurez compris le yen ce matin c'est la devise la plus baissière. Donc forcément toutes les paires en yen rebondissent. Mais on voit bien le momentum baissier. Et pour moi l'euro yen peut se shorter à terme jusqu'à 125. L'USD CHF. Alors on me demande l'USD CHF, mes objectifs. Alors c'est compliqué l'USD CHF, étant donné que le franc suisse est sur un niveau de support plurimensuel. Comme vous pouvez le constater, c'est vous voyez un niveau de support sur lequel le cours a de nombreuses fois rebondi depuis 2015. Donc ça me semble compliqué de le shorter sur un aussi puissant niveau de support, mais en même temps, on a le dollar qui est particulièrement puissant. Donc voilà, je suis clairement mitigé sur le SDCHF. Je pense que il va rejoindre les 1,03. Mais voilà, ma conviction n'est pas, je ne suis pas hyper confiant. Si je devais acheter le franc suisse aujourd'hui, je le ferai par exemple face au Kiwi, NZD-CHF. NZD-CHF ou l'euro CHF. Voilà, NZD-CHF, vous voyez c'est baissier, direction de la moyenne mobile à 200 séances. L'euro CHF, euro CHF, c'est direction les 1,1833. C'était ce qu'on en avait parlé donc le jeudi 3 mai. Donc voilà, par contre l'USD CHF, l'acheter ça me semble compliqué et le vendre également.
parce que le franc, il est sur un puissant niveau de support. Donc sur un puissant niveau de support, il faut mieux acheter l'actif, mais dans le même temps, on a le dollar qui est extrêmement fort. Donc c'est-à-dire si on vend l'USDCHF, c'est-à-dire on vend le dollar, est-ce que vend le dollar semble une stratégie gagnante à court terme? Pour le moment, non, pas du tout. Regardez DXY, il est clairement aussi. Donc le dollar, de toute façon, il ne faut pas l'acheter, il ne faut pas le vendre pour le moment. Il faut que s'intéresser à l'achat, je pense. Pour le moment, on n'a aucun signal baissier. Que ce soit sur le DXY, sur notre dollar index, on n'a pas de divergence. Le cours est au-dessus de ses moyennes mobiles. Voilà, on a des sommets de plus en plus hauts, des creux de plus en plus hauts. Donc le dollar se paye, ça ne se vend pas. Votre avis sur l'AUD-CAD? Je suis passé long la semaine dernière, mais il recule. Alors, l'AUD-CAD, alors, il est compliqué, hein, l'AUD-CAD. Honnêtement, c'est plutôt une devise qu'il faut shorter en ce moment. Que ce soit au niveau de la force relative gold, pétrole, regardez l'AUD-CAD. Alors, on va se mettre sur du mensuel, sur de l'hebdo. Non, l'AUD-CAD, honnêtement, là, c'est baissier jusqu'à 0,95, hein, probablement. Et si vous regardez la force relative, on l'a vu, hein, la semaine dernière, AUD-CAD, compare à la force relative, donc gold, oil, donc de tête, hein, on voit la tendance du pétrole qui est particulièrement haussière, donc on sait que le CAD va surperformer. Alors je vais mettre UK Oil, non US Oil. Voilà, donc la force relative est clairement également baissière, donc converge avec la tendance de l'AUD-CAD. Donc on n'a pas de divergence de signaux entre la force relative et l'AUD-CAD. Voilà, donc honnêtement, gold, si vous le regardez bien, il est corrélé à l'AUD. Et le gold, au vu de la tendance haussière du dollar, reste sous pression, alors que le pétrole est amené encore à progresser. On va le voir dans un petit instant, mais je pense que le pétrole a encore une marge de progression. Voilà, donc le CAD devrait, je pense, superformer. À part si, voilà, le seul catalyseur qui pourrait changer la donne sur la UD en ce moment, c'est s'il y a un accord commercial qui est conclu entre les États-Unis et la Chine. Dans ce cas-là, on pourra s'attendre à une surperformance de la UD face aux principales devises majeures. Je ne dis pas toutes, mais face au CAD, très probablement, face à l'euro, face au GBP, face au NZD, voilà, face à la majeure partie des devises majeures. C'est pour moi le seul catalyseur qui pourrait justifier un rebond de la UD, tout simplement. Maintenant, en attendant, la UD reste clairement sous pression. Donc, voilà, passer long la semaine dernière, ça me semble compliqué. Donc voilà. D'ailleurs, vous le regardez, hein, la principale paire, enfin la majeure partie des paires en AUD sont les plus baissières. L'AUD, c'est la devise qui s'est la plus dépréciée depuis le début du mois d'avril. Hein. La deuxième devise après le franc suisse, pardon. Alors, est-ce que je travaille demain? Oui, Luc, pardon. Demain, webinaire, voilà, planning classique. Vous retrouvez les articles des FX, le webinaire. Voilà. Une analyse USD-CAD avec sa corrélation avec le pétrole devrait continuer son mouvement ou pas? Alors, USD-CAD, 1,30. Ce qui drive l'USD-CAD en ce moment, c'est quoi? C'est le DXY. Tout est une question de relativité. USD-CAD, on va l'afficher avec le pétrole. Donc normalement l'USD-CAD et le pétrole ont une divergence baissière, ont une corrélation négative, pardon. Ils ont une corrélation négative, sauf qu'il y a des moments où la corrélation n'a plus lieu, parce que le momentum du dollar est puissant. Dès que le DXY a, comment dire, un momentum important, eh bien ça fait oublier un petit peu la corrélation. Enfin, les prix du pétrole n'ont tout simplement plus beaucoup d'influence sur le SD-CAD. Ils en ont sur le dollar canadien, mais ils en ont pas face au dollar US. Si vous regardez DXY USD-CAD, ils ont également une très belle corrélation. Ouais, donc si vous êtes aussi sur le DXY,
vous devez être haussier, enfin, bon, normalement, vous devez être haussier, oui, sur l'USD 4. Donc, voilà. Par contre, si on regarde le CXY, qui est le dollar canadien index, alors, il me semble, CXY, hein. Ah, d'ailleurs, un CXY en rouge. D'ailleurs, oui, les cours de pétrole sont quand même assez bien corrélés, hein. Si vous faites abstrait du DXY, qui est du DXY, voilà. Rouge et noir, pétrole et dollar canadien index. Donc, ils sont globalement très bien corrélés. Par contre, on le voit, hein, dès qu'on a le DXY qui rentre en tendance, on a le dollar canadien qui perd son influence. Donc oui, le pétrole influence le dollar canadien, mais le dollar canadien n'influence pas le dollar US lorsque le DXY est en tendance. Puisque le DXY est en tendance en ce moment, voilà, peu importe la tendance du dollar canadien, à part s'il prend 10%, mais à part s'il prend même 2%, mais dans le cas où le dollar canadien évolue dans une tendance globalement neutre, on a un USD CAD qui va être seulement drivé par le dollar US. Donc l'USD CAD c'est direction 1,30, voire même le haut de ce canal si on estime que le DXY va revenir à ses sommets de novembre. Si on estime que le DXY va venir à 95, on peut clairement s'attendre à ce que l'USD CAD revienne vers les 1,31, 1,32. Est-ce que c'est possible que le DXY revienne à 95? Ça me semble possible. Et d'un point de vue hebdomadaire, on a une forte corrélation, une forte divergence, pardon, j'ai du mal avec mes mots ce matin, une forte divergence positive, breakout de cette oblique. Donc voilà, on voit le prochain niveau de résistance important, c'est ce plus haut de l'automne dernier. Donc oui, ça me semble possible que DXY vienne chez 95. Maintenant, avant 95, il y a cette résistance, c'est 93,30. GBP-USD, demande Pascal. Alors GBP-USD sous pression, faut bien comprendre que toutes les paires majeures sont sous pression en ce moment, étant donné que le dollar US s'apprécie beaucoup. Voilà. Regardez, il y a ce site que je vous ai fait voir il y a quelques semaines. Ouais, il s'appelle Finviz. Vous mettez, on est sur Forex ici. Performance. On se met sur un mois. Performance mensuelle. Et donc, mis à part le Bitcoin, pour voir que l'USD s'apprécie près de 5% face au franc, de près de 3% face au yen, de 2% face au CAD. L'euro GBP, on ignore, GBP, on ignore. AUD et USD. Donc, l'AUD perd 3,5% face au dollar. L'euro perd 4% face au dollar. Le GBP en perd 4,26. Et le NZD, 4,75. Donc, en fait, le dollar sur un mois, depuis le début du mois, pardon, parce que c'est pas sur un mois glissant, c'est depuis le début du mois, depuis le 1er mai. C'est la devise qui s'apprécie le plus. Tous les devises majeures ont perdu du terrain face au dollar depuis le début du mois. Donc c'est dans cette tendance qu'il faut s'aligner. En tout cas, tant qu'on n'a pas le DXY qui monte des signaux de faiblesse. Tant que le DXY tant que le DXY où il reste avec un momentum puissant comme celui-ci, il devrait continuer à surperformer. Donc que ce soit le GBP, l'euro, la UD, peu importe, le dollar, il faut oublier de le vendre pour le moment. D'ailleurs, il faut plutôt privilégier l'achat. Donc même face à la livre, GBP-USD devrait s'enfoncer. Il est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Si on a une clôture sous les 1,35, ça sera un signal baissier en direction des 1,32. Voilà, donc je vais parler du pétrole. Étant donné que j'ai des questions sur le pétrole et les matières premières. Hein. Donc Brent au-dessus de sa précédente résistance psychologique à 75 $. Le brut qu'il est également ce matin. Donc si on a la clôture journalière au-dessus, ça sera une convergence du signal haussier du Brent qui a été donné lundi. Vous voyez, lundi, le Brent a clôturé au-dessus de son seuil psychologique, mais le brut ne l'a pas fait. Donc si le brut clôture au-dessus de 70 $, ça renforcera l'opinion, la perspective haussière sur les cours de pétrole. Et ça donnera un objectif haussier jusqu'à 75 pour le brut et
80, aux alentours des 80, vous voyez, 78, 50, 80 pour le Brent. Donc les cours de pétrole qui sont toujours orientés à la hausse. Et si on regarde les indicateurs, le momentum est haussier. Vous voyez, on a eu un beau rebond sur cette oblique. D'ailleurs, un petit conseil au niveau des niveaux de support résistance. En tendance, dès qu'on a une accélération du momentum, enfin, dès qu'on a par exemple une sortie par le haut du canal haussier, généralement, on peut retrouver un niveau de support sur le momentum. Voilà, dès que vous n'en trouvez pas en tendance, dès que vous ne trouvez pas de support en tendance, dès que vous ne trouvez pas d'oblique dans une tendance, cherchez l'oblique sur les indicateurs de momentum et vous en trouverez probablement. Par exemple, ici, vous voyez que c'est compliqué de tracer une oblique avec 3 points de contact. C'est pas possible. 1, 2, 1, 2, vous voyez que c'est pas possible. On a un momentum en fait qui accélère, c'est exponentiel. Or, ici, on a une oblique avec 3 points de contact. Voilà. Donc les cours de pétrole qui sont à la hausse, et je pense que c'est dans cette direction qu'il faut continuer à privilégier. Et donc le dollar canadien qui devrait rester, malgré l'absence d'avancée dans les négociations du NAFTA, enfin en tout cas d'avancée majeure, le CAD Index devrait continuer à évoluer à des prix assez élevés. L'or, vous voyez, retrace. On a une hausse du DXY ce matin, donc forcément l'or qui est sous pression. Test de la moyenne mobile de 100 jours, proche des 1300 $. Si on a une clôture sous la moyenne mobile de 100 jours et sous les 1300, ce sera clairement un signal baissier à cette oblique qui vient chercher le point bas de 2016, le point bas de 2017. Voilà, donc ce sera un signal baissier vers les 1285, 1290. Et voilà, écoutez, pour ce point de marché. Je regarde si j'ai répondu à toutes les questions. USD baisse 0,73, 0,70. Voilà François, moi personnellement, je vois un fort niveau de support sur la DUSD à 0,7330. 0,7330 qui est donc, regardez, ce plus bas du 10 mai 2017, en fait le plus bas de 2007, mais également qui correspond au seuil de Fibonacci, 61% de retracement de cette tendance. Et un seuil de Fibonacci, en fait, c'est quoi un seuil de Fibonacci? Quelle est la théorie derrière Fibonacci? En fait, Fibonacci a essayé de démontrer que le marché réagissait à partir d'un certain montant de retracement. Il y a des proportions dans une tendance sur lesquelles, sans faire attention, le marché réagit. Et en fait, quand on dit 62% et 38%, à la base, c'était 33% et 66%. Vous voyez, 33%, un tiers, 50%, 66%. 50%, ce n'est pas un seuil de Fibonacci. Ceux qui savent calculer les seuils de Fibonacci, vous saurez que c'est pas un seuil. Voilà, 50%, c'est juste que psychologiquement, on sait que lorsque le marché réagit, retrace 50% d'une tendance, il y a des fortes chances qu'on a un prix qui est dorénavant attractif aux yeux des investisseurs et qui donc passe à l'achat. Eh bien, c'est dans la même logique pour les 38%, les 61%. Voilà, écoutez, on a fait le tour. Merci pour votre attention, comme d'habitude. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour ma prochaine revue de marché. Voilà, excellente journée à vous et à demain.